Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui dans 60 ans, 60 regards sur Mandarin TV un acteur et un expert de premier plan sur la politique et la diplomatie française. Il a occupé de nombreux postes prestigieux. Bonjour Monsieur Maurice Gourdeau-Montagne. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci. Vous avez été ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine, et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Vous avez par ailleurs occupé les fonctions de directeur du cabinet du Premier ministre Alain Juppé et de conseiller diplomatique du président Jacques Chirac. Monsieur l'ambassadeur, il y a 60 ans, la France reconnaissait la Chine. Est-ce que vous pouvez nous établir un bilan de ces relations? Où en sont-elles aujourd'hui? Alors il y a effectivement 60 ans, le général de Gaulle, qui pratiquait une politique originale pour la France, une politique de l'indépendance de la France, de l'indépendance des blocs à l'époque, puisque c'était la guerre froide, le général de Gaulle a décidé que la Chine, de Mao Tse-tung à l'époque, était un acteur incontournable de la scène mondiale. Et il a d'ailleurs dit qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir que la Chine, à Pékin, va jouer un rôle. Et il a fait une fameuse conférence de presse à laquelle je renvoie chacun, il faut l'écouter parce qu'elle est encore valable aujourd'hui. Pour lui, la Chine était un interlocuteur. Il a donc à l'époque décidé que la France reconnaîtrait Pékin et non plus Taïwan, où il y avait le maréchal Chiang Kai-shek. Il a d'ailleurs envoyé un émissaire sur place pour expliquer à Chiang Kai-shek que c'était la Chine de Mao Tse-tung, la Chine de Pékin qu'il allait reconnaître. C'était l'époque de la guerre froide, comme je le disais, c'était l'époque de la guerre du Vietnam. Il fallait donc une grande audace pour pouvoir décider de reconnaître la Chine comme un acteur majeur de la scène internationale. Personne ne savait, à l'époque où la Chine était, je dirais, dans la construction de ce pays qui avait été dévasté par des guerres civiles et autres, personne ne savait que la Chine deviendrait cette grande puissance qu'elle est aujourd'hui. Donc il y avait ce côté visionnaire. Et on a travaillé sur cette relation avec tous les présidents de la République. Le souhait de chacun de nos présidents de la République, depuis le président Pompidou, qui avait succédé au général de Gaulle, puis en passant par le président Giscard d'Estaing, puis le président Mitterrand, le président Chirac et ceux qui ont suivi, comment avoir la Chine comme partenaire pour l'équilibre de la planète, pour la stabilité, pour la paix, comment travailler, et c'était notre priorité, dans un système multilatéral, où chacun a les mêmes droits, les mêmes devoirs. La Chine s'est engagée en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle joue un rôle fondamental. La Chine s'est engagée dans l'OMC à l'époque. En 2001, on a décidé de faire rentrer la Chine dans l'OMC, alors qu'elle n'en remplissait pas tous les critères. Mais il fallait pour nous que la Chine soit dans le jeu multilatéral. Et la Chine, je dirais, d'une manière générale, a joué le jeu. Alors évidemment, chaque pays a ses propres caractéristiques et chacun s'adapte. Il y a toujours des progrès à faire pour améliorer et s'adapter, ajuster sa position. Mais donc la Chine est devenue un acteur majeur. La France, de son côté, a développé une relation, je dirais, dans laquelle nous avons eu des intérêts politiques croisés, intérêts politiques parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nous sommes puissance nucléaire au titre du traité de non-prolifération, très soucieux de la non-prolifération, nous sommes des acteurs majeurs et responsables sur la scène internationale. Nous voyons ensemble les risques du monde. Nous avons établi, c'est le président Chirac qui l'a fait, nous avons établi un dialogue stratégique entre la Chine et la France et nous sommes devenus un partenaire stratégique global avec la Chine. C'était la décision de la Chine qui nous a mis sur ce niveau de relation. Et puis, la relation est une relation économique, une relation très dense sur le plan économique, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'aéronautique, évidemment avec beaucoup d'autres secteurs. Je pense à toutes les entreprises dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la pharmacie, les énergies nouvelles, l'automobile, les équipementiers automobiles qui sont très présents en Chine. Une grande partie des voitures chinoises ou des marques françaises, enfin des marques étrangères établies en Chine, sont équipées avec par des équipementiers français. Bref, l'histoire de la relation entre la France et la Chine, c'est une histoire de succès. Comme on dirait en anglais, une successful story. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a toute raison d'être satisfait. Mais on peut toujours améliorer. Et il y a un élément qu'il faut souligner, c'est la dimension des échanges entre les personnes. Et ces échanges entre les personnes, ils ont comme objectif une meilleure connaissance de l'autre. Comment
continuer à se voir. Alors il y a la dimension touristique, cette année est une année du tourisme culturel. Nous avions eu à l'époque où j'étais à Pékin l'ambition d'avoir 5 millions de touristes chinois en France. On ne l'a jamais vraiment atteint, le Covid est intervenu, bref, ça fait partie des objectifs que nous avons eu en tête, qu'il faut adapter, parce qu'il faut évidemment adapter nos infrastructures à cet accueil, mais plus on se connaît, mieux on se connaît, enfin plus on se voit, mieux on se connaît, mieux on se connaît, mieux on s'entend, mieux on coopère. Et donc, il s'agit pour nous, Français, d'essayer d'entrer dans ce qu'est la psychologie de la Chine, disons. Donc, qu'y a-t-il dans la tête d'un interlocuteur chinois qui vit dans sa région, qui est l'héritier d'une grande civilisation, d'un pays qui a plusieurs milliers d'années, qui a connu des hauts et des bas, qui a toujours été soucieux de son unité, qui a toujours été soucieux de son statut, de sa puissance, de ses moyens. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas à la même taille, nous sommes au bout du continent eurasiatique et nous avons le même type de préoccupation. Et l'idée, c'est effectivement de garder une indépendance de notre politique. Et nous avons beaucoup de points communs sur lesquels nous pouvons travailler en matière, je dirais, de stabilité du monde, de multilatéralisme, de développement, évidemment avec tout ce que ça comporte pour, lorsqu'on a la stabilité, développer la prospérité. Et donc il faut y travailler. Nous avons établi avec la Chine ce dialogue stratégique, avec des conseillers diplomatiques qui se parlent régulièrement, qui ont des séances de consultation. J'ai moi-même fait cela pendant 5 ans. Et puis nous avons des sommets. Le président chinois, le président français se rendent visite, les premiers ministres ont des visites. Tous les ans, on peut dire que tous les ans, il y a eu une visite de Premier ministre ou de président, ce qui permet à chaque fois de faire le point de la relation et de donner l'impulsion sur des objectifs qui vont nous occuper, qui vont occuper les 2 pays pendant l'année qui suit. Et c'est donc une mise à jour permanente de notre relation. Alors, la période du Covid nous a fait perdre un peu la main. Aujourd'hui, on est reparti sur quelque chose de solide depuis la visite du président Macron l'année dernière, en avril, lorsqu'il est allé à Pékin. Et l'année, le 60e anniversaire, va nous donner l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres cadres de dialogue, le dialogue économique et financier au niveau des ministres des Finances, là qui permet, je dirais, de cadrer où on en est sur des projets concrets entre nos pays, des projets économiques, financiers également, puisque la Chine monte en puissance sur le plan de sa monnaie, comme monnaie de transaction dans une partie du monde. Il s'agit de s'adapter. Et puis, il y a le dialogue à haut niveau sur les échanges humains. Comment recevoir des étudiants, comment faciliter les échanges dans les 2 sens, des accords interuniversitaires, comment faciliter au niveau le plus jeune, je dirais, cette mise en contact avec le pays. Bref, dans tous les domaines, voilà. La relation franco-chinoise, c'est une espèce de bouquet, avec quelquefois des fleurs qui se fanent un peu, il faut arroser constamment, il faut changer l'eau du bouquet. Mais je pense qu'il faut entretenir. Il faut entretenir ce bouquet et il faut de temps en temps remplacer les fleurs et garder toujours l'idée que c'est un bouquet qui doit s'épanouir. C'est très joliment dit, très belle comparaison. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes et nous allons y revenir, détailler un peu plus. Vous venez de l'évoquer, des domaines de coopération, une réussite entre la coopération bilatérale. Vous pouvez nous donner des exemples plus concrets de ces succès? Écoutez, je peux vous donner des exemples. Effectivement, je prendrai l'exemple de l'aéronautique. L'aéronautique est un immense succès, puisque nous avons, pour répondre aux besoins de la Chine, car nous le faisons en fonction des besoins de développement de la Chine tels qu'ils nous sont exprimés, nous avons donc cette coopération, j'y ai d'ailleurs contribué à l'époque où ça avait été décidé, à Tianjin. Nous avons donc cette usine d'assemblage des A320, des cabines notamment. Cette coopération s'est encore étendue un peu plus sur les A330, je crois, plus récemment. Donc nous avons un domaine concret de coopération. Dans le domaine de l'énergie, nous avons l'exemple du réacteur EPR de 1100 MW dans le sud de la Chine, avec EDF. Ça aussi, c'est un succès. À une époque, le monde a douté du nucléaire. La Chine n'en a jamais douté. La France a rectifié un petit peu, je dirais, ses ambitions, et aujourd'hui, elle revient complètement au nucléaire. Il y a une expérience de la Chine et de la France ensemble qui est un grand succès. Et donc là-dessus, nous pouvons travailler. Je pense aussi, par exemple, à une entreprise comme Air Liquide,
Air Liquide a un laboratoire de recherche à côté de Shanghai. J'étais là le jour de l'inauguration. Là, nous travaillons ensemble sur, je dirais, des sujets très pointus. Le sujet aujourd'hui, c'est que la Chine, plus le temps passe, plus la Chine, je dirais, devient autonome dans ce qu'elle est capable de produire. Je le vois sur le plan de l'énergie, on le voit dans tous les domaines. Mais la Chine est à la pointe, je dirais, d'une recherche dans des technologies. Nous avons besoin de technologies chinoises. La Chine a besoin de travailler aussi avec nous parce que nous apportons nos propres qualités. Comment sommes-nous capables de travailler ensemble? Ça, c'est un travail qui prend du temps. C'est une recherche, je dirais, de convergence d'objectifs entre nos deux pays. Il faut le faire à chacun selon ses intérêts. Il ne faut pas que l'un ou l'autre cherche à prendre l'avantage, je dirais. Il faut essayer de trouver le point d'équilibre qui nous permette d'avancer ensemble. Un pays étant plus avancé dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les biotech, ce sont des domaines extrêmement sensibles. La tendance de chacun, c'est d'essayer de tirer pour lui-même ce que l'autre a déjà inventé. Il faut éviter cela, il faut mettre des garde-fous, des pare-feux, appelons-les comme ça, mais il y a sûrement un intérêt à faire évoluer nos coopérations dans un intérêt réciproque, et notamment dans les hautes technologies où la France et la Chine ont des chercheurs, ont une tradition scientifique qui doit permettre d'aller plus loin. La relation franco-chinoise doit s'inscrire dans un monde qui change, dans un monde où les revendications des pays ne sont plus exactement les mêmes, où les défis ont évolué. Je pense en particulier, je l'ai dit, le climat. Oui. Le climat est un défi collectif, les biens publics, protéger les ressources de la planète. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors c'est là où le défi est renouvelé parce que comment développer ensemble les technologies qui nous permettront de répondre à ces défis. Et c'est là où cette relation, elle se renouvelle par elle-même avec la Chine, puisque la Chine est à l'avant de la recherche dans ces domaines, comme nous essayons de l'être nous-mêmes. Nous avons le défi de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que nous allons travailler les uns et les autres dans ce domaine? Nous avons le défi de l'espace et de l'espace cyber. Comment est-ce que nous allons travailler, si possible, ensemble? Voilà, c'est une relation qui a évolué. Elle est toujours fondée sur des choses immuables dans la relation internationale, qui sont les questions de sécurité. Si on n'est pas en sécurité, si on ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas avancer, parce qu'on n'est jamais sûr du lendemain. Et je sais que la Chine accorde une grande importance à la sécurité. Les Lianhui, qui viennent de se tenir, l'ont montré. Le mot sécurité a été répété des dizaines de fois. À nous, à l'extérieur de la Chine, de trouver les moyens de créer la confiance qui permet que nos partenaires chinois, je dirais, sur ce plan-là, trouvent avec nous les règles qui définissent la sécurité. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en sachant que nous pouvons compter sur le partenariat de l'autre. Ça fait partie des défis d'un monde qui a changé depuis que j'y étais, et les choses changent vite. Il y a une espèce d'accélération de l'histoire. On l'a observé depuis le Covid, qui a été un défi à tous les pays du monde. On l'a observé avec l'accélération donnée par les guerres, et notamment l'agression russe en Ukraine, par la division du monde telle qu'elle est aujourd'hui, avec d'un côté les États-Unis, l'Europe et quelques pays qui sont les pays de l'OCDE, les pays qui appliquent des sanctions, et puis le reste du monde qui veut continuer à commercer, à se développer. Comment trouver, je dirais, le fil qui nous permet de remettre en ordre, je dirais, un monde apaisé, un monde régulé, et comment redéfinir des nouvelles règles de comportement entre nous à partir de l'existant. Parce qu'il y a 193 pays dans le monde, les forts et les faibles doivent avoir les mêmes droits. Je suis par exemple très impressionné par la COP28 qui a eu lieu donc à Abu Dhabi, sous la présidence des Émiratis. C'est un grand succès. La Chine s'est engagée, les États-Unis se sont engagés, les petits pays se sont engagés, ils ont été entendus. Ce qui veut dire qu'il y a encore des lumières d'espoir dans le monde où on est aujourd'hui. Les puissants écoutent les plus faibles. C'est difficile, il faut trouver les voies d'accès, mais la renonciation aux énergies fossiles à partir d'une certaine date, avec une fin de l'utilisation des énergies fossiles décroissante, ce sont des engagements qui sont pris. Alors, c'est sur le papier, est-ce qu'on les mettra en œuvre? Mais le fait de l'avoir dit... ça engage. Ça engage, exactement. Et de ce fait, c'est quelque chose de nouveau. Je vois le G20. Le G20, très important, en septembre, à New Delhi. J'ai
je sais ce que les Indiens, les responsables indiens qui étaient au G20 m'en ont raconté. La Chine, où le président Xi n'était pas, mais il avait envoyé le Premier ministre Li Qiang, la Chine a joué son rôle pour un succès du G20. Or, dans le G20, qui il y a? Il y a les pays du G7, c'est-à-dire les pays occidentaux, et il y a les pays des BRICS et quelques autres. On a trouvé un communiqué. Si on lit ce communiqué, ah oui, il y a des choses qui ne plaisent pas, parce qu'il ne peut pas tout y avoir, mais c'est quand même, je dirais, un résultat qui est le plus, le plus précis possible, avec référence à des principes de la Charte des Nations Unies, à des principes de comportement des pays dans le cadre multilatéral, qui est une référence permanente. La Chine a joué son rôle, m'ont dit les Indiens, les responsables indiens, pour pouvoir parvenir à un résultat. Donc tout le monde, je dirais, réussit à trouver. Je sais que les Américains et les Français ont joué aussi un rôle pour établir un communiqué. Il y a donc des moyens de travailler ensemble et de trouver des règles communes auxquelles tout le monde se rallie. Après, est-ce qu'elles s'imposent ou pas? Mais comme vous le dites, quand on a signé un document, on s'engage. Il est difficile de parler de la Chine, des relations internationales, sans parler des États-Unis. Les tensions entre la Chine et les États-Unis sont multiformes, économiques, militaires, technologiques ou encore idéologiques. Faut-il redouter une guerre froide? C'est un terme qu'on lit souvent. Le mot guerre froide est un mot auquel elle est habituée. Je crois qu'il ne faut pas essayer de reprendre les termes qui existaient auparavant dans des circonstances particulières. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Oui, aujourd'hui, il y a une rivalité et une confrontation entre les États-Unis et la Chine. C'est une confrontation qui est liée à l'espace pacifique. C'est, je dirais, la géographie qui le dicte. Il y a des intérêts stratégiques. Et donc là, il y a certainement, par le dialogue, et on le voit, il y a une recherche de dialogue. Ces derniers mois, la visite du président Xi Jinping à San Francisco, les entretiens entre Wang Yi et le conseiller pour la sécurité nationale américain, Jack Sullivan, il y a une recherche, je dirais, dans cette région de s'apaiser. Et puis il y a la confrontation globale. Sur le plan global, c'est une confrontation dans les hautes technologies. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Alors, là-dessus, eh bien, je ne dirais pas que le meilleur gagne, parce que ça ne veut rien dire. Il faut essayer de trouver, là aussi, comme je le disais, le moyen pour chacun de voir jusqu'où il peut s'étendre. Ce n'est pas à moi de régler ce débat entre les États-Unis et la Chine. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité. Peut-on dire qu'on peut se passer de la Chine? La question s'est posée l'année dernière de dire on va découpler, on va se replier sur soi-même. D'autres ont dit on va dérisquer. Dérisquer, ça veut dire être moins dépendants les uns des autres. C'est ce que l'Europe a essayé de faire. On a abandonné l'idée de découpler, l'Europe l'a totalement abandonné. Je pense que les États-Unis aussi, parce que les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi bons qu'ils le sont aujourd'hui. Ce qui marche moins, c'est l'achat de bons du Trésor américain par la Chine, pour une question d'indépendance, je dirais, monétaire, mais, et puis d'indépendance, je dirais, par rapport à la dette américaine, et pour faciliter, pour avoir, je dirais, plus de facilité, pour commercer avec l'ensemble des pays de la région asiatique et le reste du monde. Ça, c'est un choix de la politique chinoise. Je crois qu'il est important aujourd'hui, ayant en tête cette confrontation, de ne pas se laisser entraîner par cette confrontation entre les États-Unis et la Chine. L'Europe est l'allié des États-Unis sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de valeurs, sur la défense d'un certain nombre d'intérêts, mais l'Europe n'est pas les États-Unis. L'Europe a des intérêts qui sont différents. L'Europe, c'est une construction de 27 pays qui ont construit chacun pour eux-mêmes, et la France, parmi eux en tête et parmi les tout premiers, une relation avec la Chine. Essayons de définir comment travailler ensemble. Il y a eu l'année dernière un sommet entre l'Union européenne et la Chine. Ce sommet n'a pas débouché sur grand-chose. Il y aura d'autres contacts dans l'année. La France est un pays qui pousse, et c'est la politique du président Macron, dans la confiance que nous avons établie avec la Chine, entre les dirigeants chinois et les dirigeants français. C'est à nous d'essayer de voir comment on peut trouver, je dirais, les convergences, les coopérations possibles dans le respect de nos engagements. Il y a un maître mot pour l'Union européenne depuis 2019 et que la Chine admet parfaitement, qui est que nous sommes des rivaux systémiques, que nous sommes des concurrents, mais que nous sommes aussi des partenaires. C'est une équation subtile,
c'est une équation dynamique dans laquelle on doit pouvoir trouver des coopérations. Oui, rival systémique, parce que le système chinois n'est pas le système européen, ce n'est pas les mêmes structures institutionnelles, ce n'est pas les mêmes procédures de décision, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires. Et puis nous sommes des concurrents. Ben oui, sur le plan économique, nous sommes des concurrents. Et la concurrence, c'est la stimulation. Donc on essaye d'être meilleur que l'autre. Et si on est meilleur que l'autre, eh bien on essaye de se rattraper et peut-être de travailler ensemble. Donc essayons de continuer sur cette équation à trouver les voies et moyens de travailler entre l'Union européenne et la Chine sans se laisser entraîner par la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Espérons que la politique américaine, cette année, sera de la même manière une politique de recherche d'un accommodement avec Pékin. Ça ne dépend pas de nous. Nous pouvons parler avec les Américains, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut, à nous, mener une politique qui est une politique de développement, de consolidation, de stabilisation de la relation entre l'Union européenne et la Chine, la France ayant un rôle important à jouer avec des partenaires, je pense en particulier à l'Allemagne, qui elle-même a ses intérêts en Chine et qui tient, je dirais, à conserver ses intérêts. Vous parlez du président Macron, de sa visite d'État l'année dernière. Sur la question sensible de Taïwan, par exemple, le président Macron, au retour de sa visite d'État qui s'est déroulée en avril 2023, avait appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste, pour reprendre ces termes, des États-Unis. Et ces propos avaient suscité de vives critiques en Occident, mais ont été très salués en Chine. Vous partagez ces propos? Le président Macron, en rentrant de Pékin, où il avait fait une très belle visite en avril, a effectivement dit dans l'avion qu'il ne fallait pas surréagir à ce que faisaient aux actions des Chinois sur Taïwan, des Chinois de Pékin sur Taïwan, et qu'il ne fallait pas, suivre, effectivement, comme vous l'avez dit, en toute chose, les Américains. Évidemment, nous regardons la situation, nous sommes partisans de la politique, du principe d'une seule Chine. Nous l'avons reconnu. Le principe d'une seule Chine est une politique qui est celle de la France. Il y a une Chine. Nous suivons attentivement ce que le président chinois a dit lors du 20e congrès. Dans son rapport du 20e congrès, la recherche des moyens de la réunification. Nous avons regardé mot à mot ce qu'il dit. Nous savons qu'il y a eu pendant longtemps un statu quo, depuis les accords des deux rives de 1992, qui a permis le développement, je dirais, magnifique d'une relation entre l'île et Pékin. Et le continent, l'île et le continent. Avec des investissements des deux côtés, des intérêts croisés. J'ai rencontré moi-même beaucoup de Taïwanais quand j'étais en Chine, qui étaient très satisfaits de la situation. Cet accord des deux rives a été remis en cause. On va voir au mois de mai ce que dit le nouveau président élu à Taïwan. On va voir ce qu'il dit. Taïwan, rappelons-le, n'est pas une entité politique reconnue par la communauté internationale, c'est une entité, comme on dit en latin, sui generis, par elle-même. Que va-t-il dire, que va-t-il faire? Je regarde aussi les équilibres politiques à l'intérieur de Taïwan. Ce que nous souhaitons ardemment, c'est que entre Pékin et Taipei s'établisse, je dirais, un statu quo d'un nouveau type qui permette de résoudre les problèmes entre les deux. Je ne pense pas que ni les uns ni les autres ne cherchent à faire la guerre. Ce n'est l'intérêt de personne, ce n'est ni l'intérêt de Pékin, me semble-t-il, ni l'intérêt de Taïwan, ni l'intérêt du Pacifique, ni l'intérêt du monde. Donc là, je fais confiance à la recherche par chacun des moyens de s'entendre. Je sais que le président chinois a désigné un groupe de travail sur un concept qui pourrait, je dirais, résoudre les problèmes. Je fais confiance à l'inventivité, à la créativité et au sens de l'histoire et de la continuité de la Chine pour trouver des solutions qui permettent de résoudre ce problème pacifiquement. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a déclaré que la Chine et la France sont des forces d'équilibre. Dans un contexte actuel marqué par des guerres, comment ces deux pays peuvent contribuer à davantage de stabilité, à promouvoir la paix? Alors, l'ambassadeur Lu Shaye, effectivement, a dit que nous étions des forces d'équilibre. Il le dit pour la Chine, moi je le dis pour la France. L'objectif de la France, c'est effectivement de trouver les voies et moyens de revenir à des situations, quand il n'y a plus de situation de paix, d'y revenir, quand elles y sont, de les maintenir par le dialogue, les maintenir par la médiation, les maintenir par le respect des règles internationales,
par les engagements que nous avons pris au titre de la Charte des Nations Unies. Et de ce point de vue, la Chine et la France ont une responsabilité particulière parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Et au titre de la Charte, comme membre permanent, la paix ou la guerre, ça peut dépendre de nous, des initiatives que nous prenons. Nous pouvons prendre des initiatives en commun. Pour le moment, nous ne l'avons pas fait concrètement, mais la France, je dirais, est à la recherche, quels que soient les conflits, je dirais, du moyen de revenir à une situation apaisée, pacifiée. La Chine, dans l'affaire ukrainienne par exemple, avait fait ce papier de position qui n'était pas une proposition de médiation, mais qui était le rappel en 12 points de quels étaient les principes sur lesquels on devait se raccrocher. La France peut admettre parfaitement. Mon souhait, ce serait que nous soyons plus allants, plus en dialogue avec la Chine sur des sujets de cette nature, parce que le monde est confronté à des conflits extrêmement sérieux. Aujourd'hui, où que l'on regarde, évidemment, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'agression russe en Ukraine. Il y a ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Oui. Il y a en Europe la Serbie et le Kosovo, où les choses sont très graves. Il y a le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, après, je dirais, la déportation des habitants du Nagorno-Karabakh. Il y a en Afrique la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Il y a des tensions partout. Vous avez raison de souligner tous ces conflits. Certains sont plus médiatisés que d'autres, bien sûr, et donc il est important de le rappeler. Il est important de le rappeler, il n'y a pas de conflit plus important ou moins important. Tous les conflits sont importants, ils touchent des personnes, il y a des morts, il y a des gens dans la souffrance, il y a des familles dans la difficulté. Il est donc important de s'en soucier. Et ça doit se régler, je dirais, par le dialogue, et c'est là où peut-être la France et la Chine pourraient, mais bon, je vois ça comme quelqu'un qui n'est plus directement dans les affaires, pourraient essayer de trouver les voies et moyens ensemble de faire quelque chose avec d'autres qui aussi le souhaitent. Et de ce point de vue, je pense que la Chine a un rôle à jouer, parce que c'est une puissance, je dirais, qui continue à monter et à imprimer sa marque sur la scène internationale. La France a aussi sa tradition, je dirais, d'apporter l'apaisement et la recherche de médiation, de stabilité et d'équilibre, comme vous l'avez rappelé. Je crois qu'il y a là des pistes qui mériteraient d'être explorées encore plus que nous ne l'avons fait jusqu'à maintenant. Selon plusieurs sources, le président chinois Xi Jinping pourrait venir en France à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques, qui marque aussi, vous l'avez dit, l'année du tourisme culturel franco-chinoise, sino-française, mais il y a également les Jeux olympiques de Paris. Quelles sont les attentes? Que pourrait-on attendre d'une éventuelle visite, puisque ce n'est pas encore officiel, du président chinois? Alors vous l'avez dit, effectivement, cette année du 60e anniversaire est un bel anniversaire. 60 ans, ça compte dans la relation entre deux pays, surtout effectivement que nous avons été un peu pionniers, un peu précurseurs dans cette reconnaissance, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il y aura certainement une visite du président Xi Jinping en France, et c'est donc le moyen de marquer l'importance que nous accordons à la relation qui est la nôtre. Le monde est en train de changer. Le monde, comme nous le rappelions tout à l'heure, est dans des crises graves, qui sont souvent des guerres. Le monde est dans une évolution technologique extrêmement poussée. Le monde est à la recherche de nouveaux équilibres, d'une réécriture des relations internationales. Le président Macron dit souvent de la grammaire des relations internationales. La grammaire, ce sont les règles qui permettent d'être compris et intelligibles. Je pense que la Chine, de ce point de vue, représente un exemple de réussite pour le reste du monde, avec son système chinois, que je n'ai jamais remarqué, la Chine cherche à imposer à d'autres, jamais. Mais simplement pour dire, nous avons réussi en nous mobilisant avec des objectifs communs auxquels s'est rallié tout le monde. Nous avons, la Chine est dans des organisations, je pense aux BRICS, je pense à l'Organisation de la coopération de Shanghai, je pense à tout ce qui est fait ailleurs. Nous sommes nous-mêmes dans les AIB, la banque d'investissement pour les infrastructures en Asie, qui a été créée par la Chine. Nous avons été parmi les premiers investisseurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour construire un monde qui change, tirer parti de cette dynamique nouvelle? Et là, je pense que le dialogue entre le président chinois et le président français peut être exemplaire, si on se donne les moyens de le faire, pour identifier, je dirais, des voies nouvelles pour le monde de demain, qui est secoué
parce que le monde a changé, parce qu'il n'y a plus seulement les anciens acteurs, il y a ceux que je citais, les BRICS, il y a des puissances émergentes qui sont à la fois des puissances politiques, économiques, militaires, technologiques, qui ont leur mot à dire. Est-ce que les institutions internationales ne méritent pas d'être adaptées? Je ne sais pas ce qui se dira entre les deux présidents, mais je pense qu'il y a un fort besoin d'adaptation des institutions du monde à une situation qui est nouvelle. Qui jouera son rôle? Qui fera quoi? Je n'en sais rien. Mais peut-être que la France et la Chine peuvent essayer ensemble de développer de nouvelles idées. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour cet entretien qui, j'en suis sûre, permettra aux téléspectateurs de Mandarin TV de mieux comprendre les relations franco-chinoises. Merci.